La réponse était ici assistée, c'est-à-dire on proposait aux personnes interrogées ces différentes thématiques et les répondants de dire oui, j'ai le sentiment que là, ça s'est amélioré, que ça va mieux. Mais aussi la possibilité de ne pas cocher cette réponse. Par exemple, amélioration, recul des discriminations raciales, cette modalité de réponse possible est apparue à l'écran de 100% des personnes interrogées. Il n'y en a que 10% qui ont dit oui, ça je crois que c'est mieux. A contrario, il y a donc 90% qui soit disent bon, je sais pas, ou en tout cas c'est moins bien. Donc c'est pas folichon quand même quand on voit ici les réponses, les taux de réponse sont faibles dans l'ensemble. Si j'anticipe un peu, regardez, ça c'est ce qui s'est dégradé, tous les pourcentages sont plus élevés. Bon, revenons à ce qui s'est amélioré. Il y a essentiellement 3 domaines dans lesquels la situation se serait améliorée, expriment nos répondants. Le premier est celui du droit des femmes. Moins de discrimination envers les femmes, moins de violence envers les femmes, sexuelles ou morales. Et donc, la situation des femmes se serait améliorée. D'une manière générale, on a également le sentiment que la santé, on parle alors du monde ici, que la santé dans le monde s'est améliorée. Nous avons sondé dans une période non suspecte, entre guillemets, à savoir qu'il n'y avait pas en juin des épidémies particulièrement médiatisées, Ebola, que sais-je, dans des parties du monde que couvrent les médias. Mais toujours est-il qu'on pense que voilà, ça va mieux à ce niveau-là. Et en fait, en troisième position, je veux dire en amélioration notoire, c'est le recul de l'exploitation des enfants. Donc l'exploitation du travail des enfants qui provient en partie des efforts de communication opportunistes, souvent, de grandes marques internationales qui soulignent que leurs vêtements de sport ou que leurs chaussures, que les chaussures d'Eden Hazard ne sont pas fabriquées par une main-d'œuvre illégale. Nous étions à cette époque-là en pleine préparation de l'Euro, du mondial, pardon, et ce sujet a été assez largement médiatisé sur les principales marques d'articles de sport, notamment. Donc 3 domaines dans lesquels la situation, le respect des droits humains se serait amélioré. J'insiste sur le fait que les réponses qui sont ici sont proposées, donc que les gens choisissent de la cocher, ou pas. Donc regardons le bas du tableau, il y a donc, à contrario, 94% des personnes qui disent non, la pauvreté dans le monde n'a pas reculé. Non, 95%. Il y a moins d'attaques de groupes rebelles sur des populations civiles. Donc le bas du tableau reprend des situations soit sur lesquelles la population n'a aucune idée, soit sur lesquelles elle pense que les choses ne vont pas bien. Et je reviens donc au haut de ma colonne, les pourcentages où ça irait bien, c'est pour finir des faibles pourcentages. Il n'y a pas un domaine de la trentaine que nous avons proposé qui a été souligné comme étant en progrès par plus de 30% des personnes que nous avons interrogées. Qu'est-ce qui s'est dégradé? Il y a 3 pôles principaux qui recueillent ces sentiments de dégradation, et je les ai appelés social, liberté d'expression et discrimination. Le social, c'est que tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. C'est que tout le monde n'a pas accès de la même manière au travail, que tout le monde n'a pas accès de la même manière à la justice. C'est un petit peu le concept de la société à 2 vitesses, qu'on va retrouver dans des tas de domaines. Celui du travail, celui de la santé, celui du genre,
discrimination homme-femme, c'est ces discriminations-là que la population souligne particulièrement. Et ce sont des discriminations, des déséquilibres que la population lit particulièrement chez nous, et pas loin. Ils ne pensent pas à des pays d'Afrique quand ils disent ça. Ils ne pensent pas à des pays d'Amérique du Sud ou d'Asie. Ils pensent à ici. Et les jeunes, à ce niveau-là, sont particulièrement sensibles, disais-je, à cette idée qu'il y a des choses à faire pour l'avenir, pour le leur. Ou les parents pensent qu'il y a des choses à faire pour l'avenir de leurs enfants. Et donc, cette idée que les discriminations sociales exprimées par les jeunes ou ressenties par les parents pour leurs jeunes augmentent est très puissante et explique dans des tas d'autres études les raisons d'un repli sur soi, sur le proche, et partant la progression de certaines formations politiques qui prônent davantage que d'autres le moi d'abord. Il y a ensuite la liberté d'expression. On a vu, on a lu dans la presse que des journalistes ont été censurés, on a lu des emprisonnements. Cette liberté de presse est mal ressentie. Alors, on pourrait dire aussi qu'elle souffre aussi de son extraordinaire polymorphisme. Je veux dire, la presse avant, c'était un journaliste soit au JT, soit dans un grand canard, un grand quotidien, qui avait le droit de parler. Maintenant, la communication est devenue beaucoup plus multiforme. Il y a la communication sur les réseaux sociaux, il y a la presse digitale, voilà. Et cet amoncellement de communication crée un manque de lisibilité dans l'esprit du public, ou en tout cas le sentiment que cette communication est polluée. Elle est polluée parce que avant, vous lisiez un journal, vous n'étiez pas d'accord avec l'article du journaliste, il y avait quelques personnes qui envoyaient un courrier des lecteurs, publié, pas publié, etc. Maintenant, il y a des réactions immédiates. Les likes, les dislikes, hein, les jeunes fonctionnent très très bien, 5 photos, hein, que j'ai combien de likes? Oh, j'ai pas eu mes 200 likes aujourd'hui, je suis triste. Donc, mais il y a une immédiateté dans la réaction aux informations qui désacralise cette information, qui lui donne des formes trop variées, qui opposent trop d'arguments, qui font qu'à la fin, les vrais journalistes, s'il en est dans l'esprit des gens, bien sûr non, mais s'il en est dans l'esprit des gens, ces vrais journalistes n'ont plus l'occasion de s'exprimer. Il ne faut pas lire dans ces discriminations ou ces atteintes à la liberté d'expression dans la presse, il ne faut pas tant lire les véritables actions répressives sur des journalistes, hein, journalistes emprisonnés pour avoir dit ceci, pour avoir dit cela, que ce brouillage extraordinaire de la communication que les réseaux sociaux, que le digital en général provoquent dans notre société, avec un impact évident sur la méconnaissance des choses. On n'a plus d'avis, on ne sait plus très bien. Je ne sais pas, j'ai entendu parler, mais je ne m'y connais pas assez. Notoirement dans la partie francophone du pays, qui par rapport à la partie néerlandophone de notre pays, n'a pas de gros éditorialistes de poids. Nous avons des personnes merveilleuses comme Béatrice Delvaux, Van de Woestijn, Colin Hulot, mais on peut les compter sur les doigts d'une demi-main. En Flandre, il y a 10 éditorialistes qui dictent l'actualité, qui fournissent à la population des clés de lecture. Alors on est d'accord, on n'est pas d'accord. Mais c'est un point de vue. Et ça aide les gens à forger leur avis. Voilà, je termine sur cet aspect liberté d'expression.
Je disais, ce n'est pas de l'emprisonnement, mais c'est un polluage digital qui donne à la population ce sentiment que l'information se dilue, que ne peut moins bien nous parler. Et en fait, et en plus maintenant, quelques discriminations raciales, essentiellement, ou tout de même et encore, même si c'est une discrimination en recul, discrimination envers les femmes. Alors, sur les discriminations raciales, il ne faut pas chercher loin. Les gens ne vont pas non plus imaginer des conflits en Afrique, des conflits en Asie. Les gens pensent aux réfugiés. C'est un sujet qui est quotidiennement présent dans notre actualité, multi-quotidiennement présent dans notre actualité, et auquel une très faible partie de la population adhère. Les gens sont à 85% en Belgique en défaveur de l'accueil des réfugiés, pour des tas de raisons. La première étant, comme disait je ne sais plus quel humoriste, c'était Fernand Reynaud, avec son boulanger, ils viennent manger le pain des Français, quoi. C'était le boulanger, je crois, de Fernand Reynaud qui à la fin s'en allait. Et puis un jour, il n'y a plus de pain. C'était le boulanger. Ok, mais c'est ce sentiment-là, beaucoup plus sérieusement évidemment, vous m'aurez compris. Le sentiment que la société est tendue, le sentiment que il n'y en a déjà pas pour tout le monde. Et là, on pense essentiellement au travail des jeunes. C'est emblématique, c'est ce qui revient principalement dans les représentations, c'est le travail des jeunes. Et le travail des jeunes, il y a les jeunes qui peuvent s'en inquiéter, mais beaucoup d'entre nous sommes parents, et c'est souvent les parents qui s'inquiètent plus de la situation des jeunes que les jeunes eux-mêmes. Donc, cette problématique, elle est multipliée par deux. Je parlais du travail pour revenir aux discriminations raciales qui sont inspirées par donc, la médiatisation extrême de la thématique des réfugiés. Et on a le sentiment que ça va moins bien là-dedans. Donc, c'est-à-dire que on voit ce qui se passe. Les gens sont contre, parce qu'ils vont mettre un discours rationnel. Ils sont contre mécaniquement, mais ils sont pour qu'on maintienne l'ordre, que ça reste comme ça, qu'il ne faut pas plus, etc. Ça n'empêche pas d'avoir une vision extérieure qui est à ce niveau négatif. Donc, effectivement, on parle, est-ce que le commerce équitable se passe mieux qu'avant? Il y a toujours 90% des gens qui disent non, les épidémies de masse, vous voyez, on a vu des gens qui disent au fond la santé va mieux, et d'autres qui disent non, il y a toujours autant d'épidémies. Le recours à la peine de mort serait en baisse, mais 93% des gens disent non, je ne peux pas dire ça. Qui s'occupe, mais qui se soucie des droits humains? On n'a pas dit, quand on faisait le sondage, que nous travaillions pour Amnesty ou pour une ou des ONG. Donc, on dit, tiens, ouais, mais c'est sûr, vous annoncez un sondage sur les ONG et vous posez la question, bah, on cite les ONG, c'est logique. Non, on n'a pas dit ça. C'est une amorce, comme j'expliquais, très sobre, un sujet de société. Les modalités de réponse étaient proposées et on pouvait les cocher. Hein, on pouvait même rajouter autre chose. C'est un petit tas comme ça. Il est impressionnant de constater trois choses dans cette slide, à savoir le poids tout à fait dominant des organisations, des ONG, qu'une personne sur deux dit avoir le plus contribué au respect des droits humains. Tout de même, et particulièrement chez les personnes plus âgées, vous voyez dans l'ensemble, dans la colonne sur l'âge, 18, 34, 37, vous voyez à quel point tous les pourcentages, ou presque, sont plus faibles chez les jeunes. Il y a une vision qui est beaucoup moins définie chez ces jeunes. Regardez, ONG, 45 chez les très jeunes, 47 chez les middle-aged, 61 chez les plus âgés. Je peux dire plus âgés parce que je suis dedans. Je fais mon métier depuis longtemps, je mets des colonnes d'âge, et puis avant j'étais dans la première colonne. Puis il faut à tout prix que je rajoute une colonne pour être dans la dernière.
Mais vous voyez plus sérieusement que les ONG ont une image très puissante à ce niveau aussi. Que les politiques viennent clairement dans le bas. Les gens ont voulu dire en cochant « Ah non, pas les politiques ». Les politiques, à la limite, c'est même pas qu'ils en font pas assez, ils en font trop. On parlait d'un certain secrétaire d'État, ça peut participer de ça aussi. Mais plus globalement, on retrouve le sentiment que les grandes messes internationales, dont on entend souvent parler à la fin, ne donnent pas grand-chose, ou encore que des grands accords internationaux, Valérie évoquait Trump il y a quelques instants, sont des accords auxquels on renonce dans des délais particulièrement rapides. Voilà. Donc le sentiment que le politique n'a pas voix au chapitre, en tout cas qu'il ne fait rien de crédible. Tout de même intéressant de constater que sans que nous ne l'ayons amené autrement qu'en l'inscrivant dans la liste des modalités de réponse possibles, eh bien, une personne sur trois, même si elle ne la connaît pas bien, cette Déclaration universelle des droits de l'homme, y a fait référence. Voilà. C'est un petit peu comme si je disais, et quelque part, il y a une tenante, une gardienne de ces valeurs morales, qui est quelque part. C'est en plus écrit quelque part. C'est 35% de la population qui pense cela, et quelle que soit la classe sociale à laquelle on appartient. Qui devrait en faire plus? Alors, les ONG viennent plus loin parce qu'on dit elles en font déjà assez, c'est eux qui font plus. C'est le politique. Donc, clairement, on est dans une attente forte. On pourrait dire le politique, il n'a rien à voir là-dedans, c'est pas son truc, parce que de toute manière, il ne fait les choses que à court terme et de manière opportuniste, et donc ça ne sert à rien de lui confier cette histoire-là, ça ne marchera pas. Non, c'est pas vrai. La population pense qu'effectivement le politique, via les grandes associations internationales comme l'ONU, l'Organisation mondiale de la santé, par exemple, eh bien, doivent pouvoir jouer davantage leur rôle de pouvoir organisateur. Sinon, les gens, écoutez, monsieur, madame, là, les droits humains, ça s'éduque, ça s'apprend à ses enfants. Je le fais, on va voir, les gens vont dire comment vous contribuez, oui, je l'enseigne à mes enfants. Ce sont des valeurs morales que je pousse auprès de mes enfants. Mais donc, c'est les ONG qui mènent la barque, et c'est le politique qui devrait concrétiser davantage les choses. Un petit peu comme si, c'est ce qu'on retrouve dans d'autres études, l'image des ONG en Belgique, des grandes ONG en tout cas, est bonne, voire très bonne. Mais leur pouvoir d'influence réel, même pour Amnesty, n'est que faiblement reconnu. Donc on est plus dans l'idée, on soulève des idées, on agite des idées, de bonnes idées, mais la décision finale revient aux grandes institutions internationales pilotées par les politiques. Je souligne également que les autorités religieuses, ces petits ronds-là, on ne leur donne pas, ou peu, un rôle en cette matière. Il y a des cultures dans lesquelles les dirigeants religieux édictent le mode de vie de manière beaucoup plus puissante qu'on le fait en Europe, que ne le fait le pape, quoique ces temps-ci il fait fort, pour le moment, il s'est décidé d'édicter des choses. Voilà. Mais ça n'est pas prioritairement leur sphère. Droits de l'homme, droits humains et religion, ça n'est pas un lien obligatoire. Et on retrouve au fond assez peu les artistes, cinéma, chanteurs, etc., qui militent au travers de leurs œuvres. Est-ce que vous êtes sensible aux droits humains? C'est sur une échelle. Je suis très sensible envers 29%. Je suis assez sensible, 46%. Je m'en fiche.
Parce que dire je suis pas vraiment sensible ou pas du tout, c'est une nuance de langage. Ce sont des gens qui disent, écoutez, véritablement, ça ne m'intéresse pas, votre histoire, ça ne m'intéresse pas. Donc, oui, il y a une sensibilité qui existe, mais que Valérie soulignait. Mais je suis simplement un peu plus pessimiste qu'elle, parce que on pouvait mettre vert foncé, on a plutôt pris le vert clair. Donc on a nuancé quand même la réponse. Pourquoi? Parce que, on va le voir, il y a des droits humains avec lesquels on est d'accord, et d'autres avec lesquels on n'est pas d'accord. Et l'immigration, pour le moment, ce qu'on fait, le militantisme en faveur des migrations notamment, clive une partie de l'opinion qui dit, écoutez, je comprends bien, mais ça, c'est pas une priorité. Là, il faut penser à autre chose, je ne suis pas d'accord, et on va retrouver des ONG qui se sont positionnées sur cette thématique particulière pour collecter des fonds. Je pense à MSF notamment, qui, lors de l'été 2017, surtout a milité en faveur du recueil des réfugiés en Méditerranée. Ces ONG perdent des fonds, ils perdent des donateurs, des gens qui disent « moi, si c'est pour ça, je ne donne pas ». Donc, à travers ce niveau global de sensibilité, je lis déjà quand même qu'il y a des nuances, qu'on est d'accord avec certaines choses, avec certaines valeurs, certaines sphères d'action, qu'on est moins d'accord, pas du tout d'accord, avec d'autres sphères d'action. Qu'est-ce qui vous sensibilise le plus? Eh bien, ils pouvaient citer plein de choses. On leur demandait, en fait, voilà, il y a une liste d'une trentaine de possibilités, indiquer les trois premières préoccupations, vos trois premières préoccupations, et on a un système, on peut noter, ce que je vous présentais, c'était le premier cité, et puis là, je regroupe tout ce qui a été cité. Si je calcule bien, je demande à 1000 personnes de me citer trois priorités, j'ai au moins 300% de taux de réponse. Je n'ai jamais ça. J'ai 160% de taux de réponse. On peut citer deux choses. Ça veut dire qu'en moyenne, mes personnes interrogées ont indiqué 1,6 réponses différentes. Je leur ai demandé trois. C'est quoi vos trois priorités? Écoutez, je vais déjà vous en donner deux, c'est pas mal. Parce que je ne vois très bien, parce que je ne suis pas vraiment beaucoup plus préoccupé par autre chose. Et ce que les gens ont mentionné, ce sont des préoccupations pragmatiques et égoïstes. C'est pas une critique, mais c'est bien chez moi, en bonne santé, avec des enfants qui sont bien encadrés, bien éduqués, et on me fiche la paix. Tout ce qui renvoie à des valeurs ou à des combats plus lointains, plus fondamentaux que sur lesquels Amnesty notamment travaille, fait moins de 10% de priorité. C'était écrit, hein. Les gens pouvaient dire esclavage, je coche. Torture, je coche. Il y a, pour torture, il y a 91% des gens, 100, moins 9, qui n'ont pas coché. Alors, on l'a vu par ailleurs, la torture, oui, la torture, dans certains cas, peut servir. Hein, bon, ce qu'on avait mesuré, c'était cette tolérabilité pardon, de la torture, c'était essentiellement à la sortie des attentats de France et de Belgique, dont tout le monde se souvient. Donc là, la torture, même la peine de mort, tout ça, dans ces cas-là, ça, c'est compréhensible. Ça peut aider, c'est nécessaire. Okay. Donc vous voyez que sur des valeurs comme ça, le Belge, wallon en grande partie, hein, puisque dans un échantillon comme ici, 3/4 des répondants sont des wallons, et les wallons sont des gens très bienveillants. Je ne veux pas renvoyer un cliché du wallon, du wallon gentil, tout va bien. Non, le wallon est en général, dans les études d'opinion comme ça, il exprime les choses avec plus de gentillesse, plus de nuances ici. Eh bien,
même ici, on en trouve 90% pour dire l'esclavage, ouais, il faut voir, ça dépend. La torture, il faut voir, ça dépend. Là, le droit d'asile, non, quand même, pas chez nous, on n'a déjà pas assez de boulot pour nous. Donc, ce sont quand même des résultats qui interpellent fort. Est-ce qu'il y a des choses dont vous vous en fichez? Donc on propose les choses, et les gens de cocher, on leur demande aussi, vous pouvez indiquer 3. Ils n'ont pas indiqué beaucoup, hein, et il y a 35% qui disent, moi, il n'y a rien dont je me fiche, je suis attentif. Le droit d'asile vient en première position, 18%, clairement disent, je suis contre. Alors, si on me permet de l'exprimer avec davantage de nuances, je vous dis qu'on l'a mesuré par ailleurs, ce refus de l'asile monte à 85%, ou l'attitude globale de la population francophone, c'est 85% des gens qui sont contre. Alors il y a des exceptions, comme dans tout, hein, de quoi, il manque de médecins, il y a quand même des métiers, qu'on n'a plus ici, ou des métiers qu'on ne veut plus faire, voilà, donc, ok, là c'est bon. Et vous allez entendre dans des études, comme nous avons pu le faire pour toi, pour d'autres ONG aussi, le CNCD, le CIRE, vous allez, des gens qui vont dire, ok l'asile, mais si on trie. Si on trie, on prend les bons, on ne prend pas les autres, on prend ceux qui nous conviennent. Et les autres, ce n'est pas notre problème. Le droit au repos et au loisir, deuxième chose vers laquelle on est un petit peu ou beaucoup opposé, ça rejoint la troisième notion aussi, qui est celle du devoir envers la société, la communauté. C'est que il y a dans la population francophone l'idée qu'il faut que ça marche, il faut que ça tourne, cette histoire-là. Et pour que ça tourne, il faut que ça bosse. Et que tout le monde s'y mette. Donc c'est ce sentiment qu'une communauté fonctionne bien si tout le monde s'y met. Et quand les personnes qu'on interroge, une grande partie des personnes qu'on interroge lisent, et à travers cet item, voient l'idée de faire le moins possible. Donc la vision aussi le bonheur, au fond, c'est les vacances. Le bonheur est toujours délocalisé. Le bonheur, c'est quand vous bossez, par exemple. Eh bien, il y a une bonne partie de la population qui n'adhère pas à cette valeur. Le bonheur, c'est que ça fonctionne, et que ça fonctionne de manière participative. Ça, ce sont des sujets qui concernent beaucoup. Ce sont des sujets, des thématiques locales, égoïstes. C'est ici. C'est des gens qui viennent chez moi et que je ne voudrais pas. C'est des gens qui devraient bosser autour de moi et qui ne le font pas, qui pensent qu'à leurs vacances. C'est des gens qui ne s'impliquent pas, on va en parler beaucoup avec les élections communales qui s'annoncent. Nous travaillons beaucoup dans ce domaine-là, dans le domaine de la politique. Je peux vous dire qu'en 30 ans de métier, je n'ai jamais vu une telle désimplication de la population à un mois des élections communales. Des taux de personnes qui disent « je n'irai pas voter ». Des taux de personnes qui disent « je ne sais pas pour qui je vais voter ». Des taux de personnes qui disent « c'est tous les mêmes ». Pas nécessairement des pourris, non, c'est tous les mêmes. L'un vaut l'autre, donc il n'y a rien de spécial. Une désimplication de la population qui est énorme, particulièrement chez les jeunes, encore une fois. Là, les taux que j'évoquais sont doublés par rapport à la moyenne nationale chez les plus jeunes. Le jeune ne croit plus en la politique. Le jeune ne croit plus à la participation. C'est quelque chose de dramatique. Est-ce que vous-même, j'ai presque fini, hein, il est 11h, hein, Dieu me surveille, hein. Est-ce que vous-même, vous faites des choses en faveur des droits humains? Maintenant, les gens ont eu avant les questions qui leur permettent de se dire bah oui, je vois de quoi vous parlez maintenant, hein, des droits humains. Et au fond, beaucoup de gens, 74%, disent oui.
Parce qu'au fond, ce qu'ils ont lu dans les tableaux qui précèdent, ben, c'est une série de valeurs de société, de valeurs européennes particulièrement, défendues dans les médias, défendues par la loi, défendues, voilà. Et donc les gens disent, ben oui, évidemment, moi je m'inscris dans la plupart de ces principes. Impressionnant aussi de voir, j'ai beaucoup parlé des jeunes, moins de la consommation responsable. Là, on est un pays où on le constate partout, mais plus dans la partie sud du pays. On est un pays qui a une sensibilité environnementale importante et qui adopte mieux que dans beaucoup d'autres pays européens des comportements responsables. Par notamment les achats, les types d'achats alimentaires qui sont effectués, par exemple, pas de produits qui viennent de trop loin, donc qui ont beaucoup voyagé, pas de produits suremballés, mais aussi dans la gestion des emballages. La Belgique est le pays du monde où la proportion de gens qui trient les emballages est la plus haute, et quantitativement et qualitativement. Ça veut dire que les gens ne se trompent pas. Parce qu'on dit je trie, mais je mets tout dans la même poubelle. Il y en a 3, il y a des communes, il y en a 4, il y en a une 5e maintenant. On fait attention. Donc, il y a des comportements responsables. Mais regardez quand même, on parlait des droits de l'homme. Les gens nous parlent de leur frigo et de leur poubelle. C'est quand même un petit peu pathétique de voir ça, à quoi on ramène. Et alors, c'est le moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. C'est donc mes enfants, oui, je dois les éduquer, hein, et mon entourage, ma cellule, c'est la proximité. Donc on n'est pas là au niveau de grands énoncés internationaux, non, c'est des petites choses. Et ça, c'est un problème particulièrement belge dans des tas de domaines, c'est le complexe du petit geste. Tout le monde a le sentiment de faire quelque chose pour l'environnement parce que je fais un petit truc. Et on a fait des campagnes comme ça, on parle d'environnement parce que c'est celui qui est en premier lieu. On constate que des campagnes n'ont plus de portée parce qu'elles revendiquent ou elles demandent aux personnes qu'on interroge de faire des petits gestes. Hein? Si tout le monde y met un petit peu du sien, tout ira mieux à la fin, pour faire simple. 90% des gens reçoivent cette proposition en disant « Je le fais, c'est bien votre campagne, mais elle ne m'interpelle pas, je le fais déjà moi, je le fais déjà de tri, je me disais là. » Donc, dans ces campagnes de sensibilisation, par extension dans ce domaine également, il faut au niveau des arguments, il faut taper fort, il faut taper lourd. Je n'ai pas le temps ici de venir sur le débat de l'utilisation d'images qui font peur. Mais dans la plupart des campagnes dont nous pouvons mesurer l'impact, c'est-à-dire la manière dont les gens l'ont retenu et en ont emporté une partie du message en disant ouais, c'est des campagnes dures, c'est des campagnes lourdes. Au niveau de la Déclaration universelle des droits de l'homme, est-ce que vous pensez la connaître? 8% disent oui. Je dois dire que je la connais, je dirais, je la connais bien. Ok, c'est pas mal parce qu'en général, quand il remplit ça dans un sondage, il est possible qu'après, il y ait des questions qui suivent. Le gars qui coche oui, je connais bien, il peut s'attendre à avoir des questions derrière, donc c'est qu'il connaît vraiment bien. 37% disent je connais. Voilà. L'idée plutôt que je vois de quoi il s'agit à peu près, je connais les principes fondateurs de cette déclaration, je vois à quoi elle sert globalement. Et donc, plus d'une personne sur deux dit j'en ai entendu parler, mais maintenant, il y a 22%. Un jeune sur trois, 37% qui, je vais vous dire, je ne sais même pas ce que c'est. Mais même de nous, je ne sais même pas ce que c'est. Je n'impressionne plus beaucoup de certains chiffres. Celui-là m'impressionne. Je pense à un autre chiffre que j'ai pu mesurer là, il y a 2 ans à peu près, à savoir une étude que nous avions fait
parmi les moins de 21 ans, pour plus de 50% des jeunes qui étaient interrogés sur l'idéologie nazie, pour plus de 50% des jeunes, il n'y avait aucune association de quelque forme que ce soit à l'Holocauste. Aucune. Aucune. Un jeune sur deux nazi. Par contre, 40%, Hitler, c'est un mec qui a traversé le temps quand même. Hein. Il n'y avait pas encore les réseaux sociaux, on en parle toujours. J'exagère à peine. Je souligne ici le fort désengagement des jeunes en cette matière, le fort désintérêt des jeunes. Les expériences de la DUDH, est-ce que vous l'avez lu? C'est la dernière ligne. Les gens sont honnêtes dans les sondages. Moi, j'aime bien mon métier et quand je vois qu'ils choisissent les réponses les plus dures à avouer, je me dis, tiens, comme un mille. Il y a 23% des gens qui disent, je ne l'ai pas lu parce que je ne la connais pas. Je ne sais même pas qu'elle existe. 3%, je préfère pas le dire. 65% qui disent clairement non. L'idée n'était pas, est-ce que vous avez fait une lecture intégrale, hein, mais est-ce que vous l'avez lu au moins en partie. On a 10% des Belges francophones qui ont déjà été physiquement, ça peut être digital, qui ont été physiquement en contact avec cette déclaration. Cela devrait bien changer si j'entends ce que tu me dis, à savoir une distribution de 2 millions d'exemplaires, ce qui, je regardais le chiffre, c'est presque plus qu'il n'y a de ménages dans la partie francophone. Puisque si mes chiffres sont justes, il y a 3 800 000 ménages en Belgique. La taille moyenne d'un ménage étant de 2, quelque chose. Donc ça veut dire que tout le monde, normalement, tout le monde devrait rentrer en contact. Alors ça devrait marcher, parce que le terrain est favorable. Je veux dire, distribuer quelque chose dont il y a déjà un début de notoriété et un début d'acquiescement, puisque les gens le disent. Je sais que ça existe et les valeurs globales, j'y adhère. Normalement, le terrain, la piste d'atterrissage est prête. Elle est éclairée et ça devrait pouvoir se poser et produire des effets. En tout cas, nous le souhaitons. Les forces d'influence reconnues à la DUDH, donc, c'est en fait une question qui permettait de voir si les gens valorisent la Déclaration universelle des droits de l'homme. La preuve, donc, au nouveau, on est le même système, hein, 38%, le vert foncé, j'adhère totalement, j'adhère en partie, et puis inversement, orange et rouge, je ne suis pas d'accord avec ça. Donc, on voit bien que sur les principes, c'est bon. C'est nuancé quand même. J'entends quand même, et bon, pourquoi c'est pas 80% tout vert foncé, hein? Ouais, quand même, parce qu'il y a des trucs là-dedans, moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Il y a des principes auxquels je n'adhère pas. Mais sinon, quelque part, c'est une valeur. C'est une valeur fondamentale de notre société, qui s'applique partout dans le monde. Le côté universel, ouais, enfin, c'est gentil, mais c'est dans le nom, ok, bravo, est une référence absolue qui devrait s'imposer aux autorités politiques. Ouais, d'accord, ok, mais on va plus loin. Et est-ce que dans les faits, est-ce que la Déclaration universelle des droits de l'homme a une influence? Et là, vous voyez que les opinions sont largement nuancées, que la plupart des Belges francophones estiment que ça n'a pas d'influence. Comme les politiques ne se préoccupent pas assez, pas durablement, pas efficacement, on peut le voir de différentes manières, des droits humains. Voilà, donc là, il y a l'idée, un petit peu comme si on disait en langage plus populaire, c'est bien beau votre histoire, hein, c'est bien beau votre histoire, je suis d'accord, mais ça sert à quoi? Je suis quasi au bout. Est-ce que j'ai le temps de parler de ça? Non. Non, ça rentre un petit peu beaucoup, parce que je me fais disputer par Valérie, qui me dit que je suis occupé à exploser mon temps, ce qui n'est pas tout à fait vrai. Mais voilà. Je terminerai alors avec celui-ci. Est-ce que vous pourriez vous engager
en faveur des droits humains? Ou quelle est votre posture par rapport à ça? Et dans le communiqué de presse, Valérie parlait d'un fort fatalisme de la population par rapport à ces droits humains. Et c'est doit être le premier critère, la première évaluation qui vient. Ça soit, écoutez, ça existera toujours. Il y a des choses inéluctables. Ça sera toujours comme ça. Je veux bien signer une pétition, etc. Mais à la fin de cette liste, est-ce que vous vous sentez apte à faire, d'une manière ou d'une autre, bouger les choses? Nous sommes à 20% seulement de personnes interrogées qui donnent un avis très mou sur la question. Puisque vous voyez, le vert foncé, et le chiffre ne s'affiche pas quand il y a moins de 3%. Ça fait 19-20% qui disent oui, moi j'estime pouvoir tenir un rôle. Le reste dit clairement, ça n'est pas possible pour moi. Et ce n'est pas possible est particulièrement présent chez les plus jeunes, les plus âgés, plus conscientisés, plus informés probablement, se révèlent plus volontaristes. Voilà, je pense que c'est bien fait. Alors, 2 mots, hein, donc voilà, puisque c'était le centre de la discussion, est-ce que la Déclaration universelle des droits de l'homme est quelque chose de connu? Oui, sur son principe. On sait que ça existe. On ne l'a que très rarement côtoyé. 10% de la population l'ont touché ou lu, ne serait-ce qu'en partie. On considère que ces principes, que les valeurs morales qu'elle véhicule sont pour leur plus grande partie, parce qu'on met des nuances, admirables, respectables, etc. Mais on ne lui reconnaît qu'un très faible pouvoir d'influence concret sur les politiques, notamment, que l'on trouve très absents de la question. Voilà. Je suis à votre disposition. Devriez-vous avoir des questions? Merci Marc, désolée d'avoir été une gardienne du temps un peu féroce, mais c'est parce que je trouverais intéressant que vous réagissiez à tout ça, puisque finalement, voilà, qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que vous vous sentez concerné par ce type de résultat? Bon, évidemment, on a dans cette salle, on compte dans le quelques pourcentage des plus convaincus, évidemment, et qui connaissent la Déclaration universelle des droits de l'homme, donc on n'est pas dans un reflet complètement de la société, mais je trouve qu'ici, il y a des enseignements extrêmement intéressants. Par ailleurs, si vous voulez aller encore plus loin que ce que Marc a déjà dit en 1 heure, le sondage se trouve en son entièreté sur le site d'Amnesty International, amnesty.be. Donc voilà, si vous voulez le reconsulter, n'hésitez pas à vous rendre sur le site. Mais maintenant, j'ai envie de vous entendre. Voilà, qu'est-ce que ça vous inspire? Qu'est-ce que ça évoque chez vous? Est-ce qu'il y a des questions que vous vous posez? Est-ce qu'il y a des situations que vous avez envie de connaître davantage? Roxane va passer avec le micro baladeur pour qu'on puisse s'entendre. Je vous remercie pour tous les commentaires et surtout toutes les interprétations que vous avez faites. Je voudrais solliciter un commentaire éclairé de votre part sur le rapport entre un sondage qui décrit la subjectivité de notre perception et une certaine mesure de la réalité. Donc effectivement, autant le fait de ne pas vouloir accueillir les migrants est un élément parfaitement subjectif, autant j'étais étonné des 25% de la population qui trouvent que la santé a fait des progrès. Or, objectivement, je suis d'accord qu'il y a encore Ebola, le diabète et d'autres choses, mais on ne meurt rarement de tuberculose, les femmes pendant la grossesse meurent rarement, la mortalité des bébés en néonatal est très faible. Alors là, il y a une discordance entre le ressenti de la population, qui est intéressant, et des éléments objectifs. Donc ma question est, y a-t-il un intérêt ou une possibilité à mettre en parallèle l'élément subjectif du ressenti de notre population et des mesures potentiellement plus objectives? Je comprends très bien votre question. Je vais pour commencer dire que je vais aller au micro là-bas. Je vais pour commencer dire que dans tous les sondages que nous pouvons réaliser sur les préoccupations des Belges,
dans des sondages sur les intentions de vote, par exemple, les premières questions, c'est toujours à quoi vous êtes attentif. Depuis toujours, la santé vient en première préoccupation, de loin. De loin. La santé, ma santé et celle de mes proches. Dans un pays, quand même, où les soins de santé sont d'une qualité qui est observée à travers le monde, qui est portée en modèle à travers le monde, et où, comme vous le dites, il y a, on ne voit pas des gens périr dans certains ghettos de notre pays, on n'a pas d'épidémie récurrente, c'est un élément, effectivement, c'est une perception essentiellement subjective, sur laquelle il est, et j'enclenche sur la deuxième partie, il est excessivement difficile de rassurer avec des éléments objectifs la population, en lui expliquant, par exemple, que n'est pas toujours nécessaire de consommer des antibiotiques dès qu'on a une petite boutonnée, en lui expliquant que les traitements de dernière génération ne sont pas toujours les meilleurs remplaçants de traitements qui ont existé longtemps. Je vais par là qu'il y a des dizaines de campagnes de sensibilisation à la responsabilisation, au fond, du citoyen, à une gestion harmonieuse, responsable des soins de santé. Ces messages ne passent pas, ou passent très peu. La plupart du temps que nous mesurons l'impact de ces campagnes, lorsque l'on demande à quelqu'un de se limiter d'une manière ou d'une autre, de ne pas surconsommer tel type de médicaments, etc., l'adhésion est largement minoritaire. Alors, je pense que les gens n'ont pas la perception que la santé est mauvaise dans notre pays. Justement, ils ont le sentiment qu'elle est bonne. Et il y a cet effet pervers qu'ils pensent qu'il ne faudrait quand même pas que ça tombe sur eux, quoi. Hein? On sait bien que ça n'arrive plus, mais il ne faudrait pas que ça tombe sur moi, cette histoire-là. Ou sur mon fils, ou sur ma mère, ou sur ma femme, ou sur mon mari, etc. Et donc, les comportements et opinions sont complètement égoïstes en cette matière. Et on observe une adhésion fondamentale de la population à la nécessité d'une solidarité responsable au niveau de la sécurité, à la nécessité de restreindre autant que faire se peut les soins de santé pour les focaliser sur des problèmes de santé peut-être moins répandus, etc. On adhère à ces principes. Mais dès qu'une liberté individuelle est atteinte, c'est le niet. C'est le niet. Parce que c'est, je répète, dans le pays classé 4e au classement mondial par l'OMS en matière de qualité de vie, donc je crois qu'on est 4e juste derrière les 3 pays scandinaves. Hein, pour le pays classé 4e, qu'on retrouve ces préoccupations sur la santé à ce point-là, ça reste une grande question, particulièrement dans une population qui n'est pas, le Belge, n'est pas la population la plus égoïste d'Europe, loin s'en faut. Est-ce que j'ai un peu répondu à votre question? Merci. Je vais peut-être rajouter... Je surveille mon temps, mais les arrières aussi. Rajouter juste un petit élément plus global par rapport à votre remarque pertinente de confronter la subjectivité à l'objectivité. Ça va être l'enjeu, en fait, et tout le travail d'Amnesty. Pour nous, c'est évidemment intéressant de prendre le pouls de cette société, de voir un peu quelles sont leurs perceptions, et puis quel travail il y a à faire derrière pour éventuellement faire en sorte qu'ils aient une perception plus juste de la réalité. Je vais prendre un autre exemple que celui de la santé. On n'en a pas parlé ici, mais il s'agit de la lutte contre le terrorisme. Aujourd'hui, le droit qui prime, c'est le droit à vivre en sécurité. Et donc pour ça, je suis éventuellement prêt, ça se voit dans le sondage, à renier sur certaines de mes libertés au nom d'une sécurité. Et donc là, c'est vraiment le travail d'Amnesty, de pouvoir sortir des rapports et de dire, vous savez, les mesures qui sont prises pour lutter contre le terrorisme, elles sont excessives, elles sont disproportionnées,
Et surtout, à terme, et à moyen terme, voire à court terme, on reviendra sur nos propres libertés et sur nos droits acquis. Voilà, donc il y a un travail maintenant qui est à faire derrière les résultats de ce sondage pour objectiver un peu les choses et éventuellement sensibiliser, voire éduquer une population. Est-ce qu'il y a une autre question ? J'ai fort apprécié l'exposé et les commentaires qui avaient été faits par rapport aux chiffres, parce que c'est plus facile à retenir les commentaires que les chiffres. Je suis frappé des colonnes en fonction de l'âge. Je suis dans la colonne des personnes âgées, et puis je suis en relation avec la colonne de gauche, les tout jeunes, mes petits-enfants. Et au milieu, il y a mes enfants. Donc, et donc je suis très sensibilisé à ça, et j'aimerais peut-être que Amnesty aide les grands-parents qui sont plus sensibilisés, qui ont plus de disponibilité, à travailler au niveau des plus jeunes pour qu'ils arrivent à l'âge de 20 ans avec une autre approche des droits humains. Parce que les droits humains sont nés en 1947, si mon souvenir est bon, enfin 1948, puisqu'on fait les 70 ans, donc hein, c'est juste après la guerre. Ceux qui ont connu la guerre, j'avais 3 ans au sortir de la guerre, donc je ne l'ai pas connu, mais on m'en a parlé. Alors, on a été sensibilisé à ça, et comme étant une conséquence, comme étant la solution à la guerre. Mais ça, c'est une notion qui n'existe plus, parce que la guerre, c'était il y a longtemps. Bon, et je crois vraiment que les grands-parents ont un moyen encore d'agir, et merci à Amnesty International de développer quelque chose pour les grands-parents. Voilà. Je pense pour... Mais tu as peut-être quelque chose à dire? Oui, non, d'abord vous remercier pour cette intervention parce qu'elle est évidemment cruciale, elle résume extrêmement bien le travail qu'il y a à faire. On le voit dans les slides, hein, par ailleurs, vous, puisque vous êtes quand même beaucoup de grands-parents, ou en tout cas de l'âge des grands-parents dans cette salle, eh bien on se rend compte que s'il y a peu de disparité d'âge dans ce sondage, il y en a une qui est très marquée, c'est celle sur l'engagement. Et on le voit, les groupes locaux d'Amnesty, c'est beaucoup de grands-parents finalement. Et donc il y a effectivement une sensibilité très forte, peut-être plus forte, dans cette catégorie d'âge-là. Et il y a effectivement un rôle à jouer auprès des plus jeunes. Et l'enjeu, il est là. Alors on a des programmes hein, dans les écoles, et notre enjeu, c'est que tous les enfants qui sont passés dans des écoles francophones du pays aient entendu parler d'Amnesty et entendu parler des droits humains. Et aujourd'hui, quand on leur demande d'où ils connaissent Amnesty, d'où ils ont entendu parler des droits humains, c'est souvent via les programmes dans les écoles. Donc voilà, c'est un travail d'extrêmement longue haleine, mais je suis d'accord avec vous qu'on doit le poursuivre et que l'enjeu, il est là aujourd'hui. Et puis, dans le même ordre d'idée, l'exemple que j'évoquais sur la connaissance que les jeunes ont du nazisme, c'est une étude que nous avions faite il y a 2 ans à peu près, à l'époque où la RTBF avait sorti 3 émissions très bien faites, 3 reportages sur le Reich. Il y avait eu tout un débat effectivement sur le devoir de mémoire. Hein, donc c'est quelque chose de fondamental et de très difficile à caser dans les programmes scolaires qui doivent intégrer des myriades de nouvelles matières, d'options supplémentaires. Mais on a pu constater que, parce qu'on a suivi un petit peu cette opération par la suite, que toutes les jeunes exposés à ces émissions, ou des jeunes qui ont été visiter Brennhoek, par exemple, en sont fondamentalement marqués. Que ce n'est pas du tout quelque chose qui passe sur leur carapace ou qui suscite des commentaires, ouais, mais bon, on n'exagère pas un peu là, le truc, etc. Donc, je dirais pour rajouter une note d'optimisme, il y a un désintérêt parce que ces jeunes sont noyés de sollicitations, mais il y a une réelle possibilité de les toucher. Ça, c'est fondamentalement encourageant. J'ai entendu parler des jeunes après une visite du fort de Brennhoek en pleurant, en ne sachant pas s'arrêter de pleurer. Ça dure, c'était peut-être la sortie de la visite, c'était peut-être mais il y a moyen. J'ai une fille de 20 ans, elle a regardé les 3 émissions sur le Reich,
de A à Z, sans que je lui demande. Elle en était bouleversée. Elle a appris. Donc, pour dire qu'il y a moyen, que quand même, il y a moyen. C'est pas, il faut pas abandonner le combat, quoi. Mais il y a du boulot. Ils sont multi-sollicités et tout se dilue dans tout. Le fakeisme est quelque chose qui nuit à des débats comme ceux d'Amnesty, parce que les gens ne mettent plus en doute. Ouais, mais c'est vraiment vrai ton truc là. Voilà, le fakeisme est aussi un élément qui s'additionne à cette surinformation de surface. C'est rarement de l'information de profondeur auquel les jeunes sont exposés. Et là, j'explose le temps. On doit terminer à 25. Une dernière question, désolé, c'est frustrant. On va essayer de faire des réponses plus courtes pour essayer d'en prendre encore une autre. Je m'appelle Willy Las. Dans les années 70, 82, au siècle passé, j'étais le président d'Amnesty Vlaanderen. Je dois d'abord saluer la qualité de votre sondage et de votre exposé. Je regrette que ce ne soit pas fait en Flandre. Mais bon, je vais plaider. Voilà. Je ne peux pas grand-chose pour vous. Mais mon pif me dit que les résultats en Flandre pourraient être catastrophiques. Parce que nous sommes bombardés journellement, 3 fois par jour, 10 fois par jour, par le discours de Theo Franken. C'est comme si en Flandre, il n'y avait plus qu'une seule personne politique qui puisse s'exprimer. Et c'est vraiment catastrophique. Et qu'est-ce qu'il fait? Ce n'est pas le tambour majeur qui précède la fanfare, il est derrière la fanfare, il la pousse dans une direction. Nos leaders ne sont plus des hommes d'État, mais ils suivent facilement ce que le ventre de la population dit. C'est une catastrophe. Et donc, nous n'avons qu'une seule chose à faire, c'est nous battre. Comment? C'est autre chose. Merci beaucoup. Merci. Je confirme sur le terrorisme, sur l'accueil des migrants, sur des sujets d'actualité comme ceux-là, nous sondons le plus souvent l'intégralité de la population. Et nous avons effectivement sur la Flandre des résultats particulièrement en décalage avec le reste du pays. Et c'est le dernier truc que je dis. Là où les résultats sont les meilleurs, c'est là où on est en contact direct avec, par exemple, les migrants. La situation où les évaluations des migrants à Bruxelles, où on les voit, où on les sent plus, est bien meilleure que lorsqu'on la mesure chez des personnes qui se représentent les migrants. Et une étude va sortir, il y a une fondation qui s'appelle « Ceci n'est pas une crise ». Vous avez peut-être entendu parler de cette fondation qui nous a fait l'honneur de nous confier un sondage qui va justement mesurer le ressenti de l'arrivée des migrants dans des zones où il y a des centres d'accueil, par comparaison avec des zones où il n'y en a pas, pour, je le sais à l'avance, déjà mettre en évidence que moins on identifie, plus on craint. C'était trop long. Non, merci beaucoup. Et voilà, nous, on serait évidemment très intéressés à voir les résultats d'un éventuel sondage du côté néerlandophone du pays. Mais voilà, la section néerlandophone a d'autres priorités, en tout cas dans le cadre du 70e anniversaire. Wyss, le directeur, va notamment sortir un livre. Donc il y aura des choses intéressantes aussi, mais c'est vrai qu'on aurait envie de pouvoir sonder la société flamande aussi sur ces questions-là. Voilà, on va devoir arrêter ici. Merci. Merci Marc. Merci de ta fidélité par rapport à tous les sondages. Marc Dumoulin est un excellent baromètre sur cette société belge. Et donc c'est toujours un
plaisir de pouvoir d'avoir à nos côtés. Voilà, on a un petit cadeau que je te remettrai pour te remercier de ton intervention. Quant à vous, quant à nous, ça ne s'arrête pas là. Je sais qu'ici il y a un film, vous avez le programme sous les yeux, il y a plein de choses à faire, à voir. On a juste terminé à 11h30, mais ça recommence assez vite, donc voilà, ne perdez pas de temps. Merci. Que 25% pour avec tout ce qu'il y a déjà, ce qu'elle parle, c'est pas beaucoup de celui qu'on fait. Voilà. La tata est là. La tata est là. La tata est Voilà, à celui-ci, à quelle réunion, sous-sous. Écoutez quoi? Quelle salle? Ah ouais, salle Rose? Non, 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 mauve. Ah, mauve. Ouais, mauve. Les films alors, c'était des films. Maintenant, c'est les films. Voilà. Allez, moi je retourne. Je vous laisse photographier comme j'ai pas fait. Mais... Ici, je rentre.